des idées peuvent avoir des contraintes de dernière heure. Et c'est ce que nous a expliqué M. le secrétaire général. Donc vous voudrez bien nous excuser. Vous voudrez aussi bien excuser que je ne puisse pas mettre un nom sur tous les visages que je reconnais, à commencer par mon imam, le professeur Rawan Baye, à passer par mon ami Cheikh Diop et tous les autres qui sont venus, ainsi que monsieur le directeur du travail. Vous voyez, je commence et le Wolof a parlé par rapport à ça. Je vois même le ministre Azisson et tout ce monde-là. Vraiment, excusez-moi de ne pas pouvoir mettre un nom sur tous les visages. Nous vous remercions d'être venus et je voudrais que vous sachiez que nous sommes très honorés que vous soyez ici. Et je suis particulièrement honoré, d'autant plus qu'à la table, il y a quelqu'un qui a été un des pères fondateurs de ce centre. Je voudrais reconnaître en cela le professeur Babacar Kanté, qui pendant longtemps a travaillé avec l'équipe africaine et l'équipe américaine pour mettre en place la Wara Larowa et le centre qui est le West African Research Center, qui, monsieur le secrétaire général, est redevable au gouvernement du Sénégal, parce que je le dis souvent. Les gens disent, oh, centro-américains, je dis toujours, ce n'est pas le centre des Américains. Nous les hébergeons, nous les recevons, ils nous financent, il est vrai, mais la gestion est tout à fait sénégalaise et ouest-africaine. En plus, monsieur le secrétaire général, ce bâtiment-là a été mis à disposition, à la disposition des chercheurs et des intellectuels par le gouvernement de la République du Sénégal, dans le cadre d'un accord de siège signé par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, c'était du temps de Abdou Diouf. Et j'insiste sur ça, parce que monsieur le secrétaire général, s'il fallait louer ce périmètre-là, il faudrait au moins payer 1,5 million par mois. Voilà, c'est un peu la contribution de l'Afrique de l'Ouest, je voudrais qu'on le reconnaisse. Je voudrais aussi terminer sur le fait que je suis très content, et c'est un titre personnel, parce que le monsieur qui va présenter son livre est le frère de Nabi, Diakhaté, Souleymane Diakhaté, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps à l'USAID. Il sait le genre de travail qu'on fait. On a été des traducteurs ensemble à l'époque. Donc je remercie tout le monde, tous ceux qui sont à la table, mes collègues, mes amis, et je remercie aussi l'assistance. Je ne voudrais pas être plus long. Merci beaucoup. Voilà, merci monsieur le secrétaire. Merci monsieur le secrétaire. Nous en profitons juste aussi pour saluer vraiment le travail abattu, capable de continuer d'abattre aussi le WAP pour notre direction. Au nom des hautes autorités aussi, nous voulons dire merci et aussi formuler des vœux que chaque jour davantage votre organisme puisse enregistrer des résultats tangibles dans l'accomplissement des nobles objectifs qui s'est fixés. Par la même occasion, nous saluons M. le professeur Kanté, évidemment, qui dans la discrétion, comme vous venez de le dire, aura évidemment contribué à effectivement créer évidemment cette auguste institution. Merci beaucoup. Je voulais donner à présent la parole à M. Abdoulaye Diallo, directeur de Harmattan Sénégal, donc éditeur effectivement de l'ouvrage. M. Diallo, vous avez la parole. Merci M. Sow, M. le secrétaire général, M. le professeur Kanté, M. Oncle, professeur Zagan Touré, professeur Ousmane Sène, député du WAF, M. Madame Ndiaye, M. Ami Babacar, honorable invité en vos titres et grades. Je suis encore une fois très flatté, très honoré, professeur, d'avoir à prendre la parole pour présenter le livre de Babacar Diakhaté, un livre que nous avons eu beaucoup de plaisir à faire, d'autant plus qu'il m'a été recommandé vivement par le professeur Babacar Kanté. Je pense que le livre de Babacar doit être le 4e ou le 5e de la série de livres que nous présentons ici, dont il est l'initiateur. Je voudrais quand même reconnaître en vous, tonton Babacar, un homme d'une très grande générosité, une très grande disponibilité et d'un appui toujours ponctuel mais toujours très discret. Sans vous, il n'y aurait pas eu ce livre. Il a pris Babacar, il l'a amené dans mon bureau et il a insisté, comme il a eu à le faire avec le général Nian, comme il a eu à le faire avec Amadou Ndiaye, comme il a eu à le faire avec d'autres, les livres que nous sommes en train de fabriquer. Je suis aussi d'autant plus honoré d'avoir à prendre la parole que je la prends devant une auguste assemblée. Des gens qui ont passé leur vie à servir ce pays, des gens qui ont une certaine expérience. Une expérience qui
comme je le dis toujours et je continuerai à le dire tant que j'aurai le micro, que nous avons intérêt à témoigner de nos différents parcours et de nos différentes expériences. Je vois dans la salle des gens, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais quand même des gens qui ont l'obligation de témoigner, ont l'obligation de porter sur écrit leurs différentes expériences. J'ai en face de moi des capitaines d'industrie du pétrole. D'habitude, quand on en parle, on parle du pétrole, on a l'habitude de voir ceux de Texas et autres. Mais dans cette salle, il y a des gens très discrets qui ont monté des structures dans le pétrole, qui ont montré en fait qu'ils sont capables, qu'on est capable de faire quelque chose dans notre pays. Et nous avons en face de nous une jeunesse qui a besoin de modèles, une jeunesse qui a besoin de repères. Et ce sont des gens comme vous, je ne citerai personne, mais tout un chacun se reconnaîtra. Nous sommes dans le milieu du pétrole, dans le quartier de la salle, on sait quelque chose. Portez sur écrit vos différents parcours. J'ai des anciens directeurs généraux, le grand secrétaire qui est là, j'ai son jeune frère qui est derrière. Et il y a encore d'autres, je ne citerai pas tout le monde, mais de grâce, témoignez. Et l'Harmattan Sénégal sera là à nos côtés, à vos côtés, pour faire en sorte que ces expériences soient disponibles. Nous sommes dans un processus, si vous voulez, d'accumulation du savoir. Tant que nous n'aurons pas accumulé autant de savoir, je pense que ce développement que nous visons, ce développement dont nous parlons, risque d'être une chimère, alors que tout est dans le savoir. Alors, il n'y a pas de petite expérience à négliger. Pour cela, l'Harmattan Sénégal a mis en place la collection Mémoire et Biographie, dans laquelle collection d'ailleurs nous avons eu grand plaisir à travailler l'expérience du général Mamadou Niang, un livre qui a été présenté dans ce même lieu ici. C'est un livre, c'est une collection qui a accueilli le livre d'Abdelaziz Kébé sur le Seigneur Abdelaziz Sidaba. J'ai l'imam Mbaye de la Grande Zawiya de Dakar qui est là à mes côtés. Mais il y a également d'autres grands hommes. Je pense qu'on est au 11e. Cette semaine, nous venons de sortir, professeur Ousmane Sène, le livre sur le cardinal Théodore Adrien Sarr, qui est écrit par Marcel Mendy. Le livre est paru cette semaine, toujours dans le cadre de cette collection. Prenez la plume, écrivez, témoignez. Ce sont des expériences qui, si elles ne sont pas écrites, seront des expériences perdues. L'Harmattan Sénégal, et c'est par là que je vais terminer, a toujours dans cette politique de faire en sorte que le livre revienne dans le quotidien des Sénégalais, a ouvert une deuxième librairie aux Almadies sur la route de Ngor, en face de la station Total, en allant à l'aéroport, en place à côté de la librairie qui est au point E, dans une librairie où il y a beaucoup d'habitués ici qui y vont. Vous avez la possibilité d'avoir toute la documentation dont vous avez besoin. De grâce, si vous allez maintenant à Paris, à Londres ou ailleurs, réserver vos bagages pour autre chose, mais ne rachetez plus de livres là-bas. Tous les livres dont vous avez besoin, vous pouvez les avoir ici à des tarifs réduits également. Ce sont une librairie, j'ai les étudiants du César, où vous pouvez avoir des livres à la moitié du prix public auquel ils sont vendus en France. Tout cela entre dans le cadre de cette politique de promotion culturelle que l'Harmattan Sénégal essaye aux côtés d'Ivoire, aux côtés d'autres qui essayent de faire en sorte que la culture dans notre pays avance. L'Harmattan Sénégal, c'est notre maison à nous tous, monsieur le secrétaire général. Merci à tous, merci au professeur Ousmane Sène, merci à mon ami Babacar d'être généreux et d'être bon. Babacar, quand on doit reconnaître la bonté et la générosité de quelqu'un, il faut le faire devant sa famille et devant ses amis. Babacar Diakhaté, j'en ai fini. Général, je veux aussi saluer ce travail fait par Harmattan pour utiliser effectivement le savoir donc la maîtrise de notre point de vue est l'une des conditions par lesquelles l'Afrique doit nécessairement passer pour se développer. Ensemble, donc, vos initiatives qui ont été prises en termes d'abaissement du coût seront appréciées à leur juste valeur, évidemment, par ceux qui ici sont présents. À présent, je voudrais me tourner du côté de M. Matemba Ndiaye, journaliste, pour présenter effectivement le cas de M. Babacar Diakhaté. M. Ndiaye, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le représentant du ministre de la fonction publique. Je ne remercie pas ceux qui m'ont demandé de venir ici. Parce que pour remercier, encore faudrait-il qu'on soit content d'être là.
je ne suis pas content d'être là parce que je n'aime pas parler de quelqu'un qui ne veut pas qu'on parle de lui. Je ne veux pas parler de quelqu'un qui est par nature discret. Je ne veux pas parler de quelqu'un qui travaille beaucoup, mais qui n'a jamais cherché de reconnaissance. Je n'aime pas parler de Babacar Diakhaté. Et je suis d'autant plus fâché que sur mon ami Madame Ndiaye est journaliste. Certainement une erreur de ce serreur qui dirige le WAC et qui devrait savoir qui aurait pu savoir que Babacar Diakhaté a joué un rôle très important dans la définition de ce que c'est qu'un journaliste. Parce que Diakhaté a beaucoup travaillé avec les journalistes, et je vois beaucoup de journalistes, en tout cas beaucoup de syndicalistes qui sont là. Il y en a un qui est venu, je sais, parce qu'il sait qu'il y a un cocktail après. Mais enfin, joindre l'utile à l'agréable n'est pas mauvais. Donc, journaliste me gêne. Et ce qui m'aurait fait plaisir, c'est qu'on mette Madame Ndiaye grand frère. Ça aurait été beaucoup plus vrai. Parce que je dois parler de mon petit frère. Mais est-ce que notre culture même nous permet de parler d'un petit frère? J'en doute. Je suis en train de me trouver des excuses pour ne rien dire. Vous vous en êtes rendu compte? Certainement. Mais ce serait mal poli de ne rien dire. Et donc, disons quelques mots en sachant que Babacar Kanté qui est là en connaît beaucoup plus que moi sur Babacar Diakhaté. Mais je pourrais simplement, en une phrase, vous expliquer qui est Babacar Diakhaté. Babacar Diakhaté, c'est ce monsieur qui, quand il a voulu présenter un livre d'ici, le professeur Ravan Mbaye s'est déplacé. Bon. Pour qui connaît le professeur Ravan Mbaye, ce qu'il signifie dans ce pays, je ne parle pas du monde religieux, je parle du monde intellectuel. Pour quelqu'un qui sait ce qu'il produit, quelqu'un qui connaît comment le temps lui manque, qu'il prenne sur lui de se déplacer pour venir là, en dit beaucoup plus sur Babacar que sur tout ce que nous pouvons dire. Donc c'est sa présence même qui me fait dire qu'être là était un devoir pour nous. Parler de Babacar, heureusement qu'on me l'a dit il y a seulement 1 heure de temps ou 2 heures maximum. Comme ça, cela m'évite de faire ce qu'on fait en général quand on présente quelqu'un. On va dans Google, on tape le nom, on voit le CV, je viendrai vous dire, oui, Babacar il a fait ses études ici, là-bas, il a été à l'université, il a été à l'ENAM, il a travaillé à SDE, etc., etc. Enfin, des choses que tout le monde peut savoir sans être obligé d'être là. Parce que c'est des documents qui sont pratiquement publics. Je dirais de Babacar simplement que avoir des relations avec lui est très compliqué. C'est très compliqué parce que dans les relations entre les personnes, le critère d'équilibre est très important. Les relations doivent être équilibrées. On ne peut pas avoir de relations équilibrées avec Babacar parce qu'il y a toujours une surdose d'affection qu'il porte sur les gens. Et pour des gens comme moi, ça pose problème. Babacar est quelqu'un qui distribue son affection sans limite. Et cela se sent, cela se voit, cela s'entend dans toutes les sphères où on interacte avec lui. Et personnellement, je ne peux pas oublier qu'un jour où un de mes enfants devait voyager,
qu'il vienne me dire, je pense que je devrais le prendre par ma main et l'amener chez le professeur Awan Mbaye. Je pourrais dire beaucoup de choses sur toi, Babacar, mais je sais que ça serait gênant de le dire tellement nos relations sont des relations de grand frère à petit frère. Et je sais que on s'est connus simplement d'abord en tant que voisins. Souleymane, dont Sen parlait tout à l'heure, j'ai habité avec lui dans un immeuble et Babacar, à l'époque étudiant, était là-bas. Et c'est déjà à cette période-là que je me suis dit, ce garçon est véritablement un intellectuel. Je pense que Babacar n'est pas encore à la place qu'il faut. Quelle que soit la position qu'il a actuellement, quel que soit le caractère très élevé de sa position, je pense qu'il n'est pas là où il souhaite être, c'est-à-dire là où se distribue le savoir. Parce que je pense que c'est un garçon extrêmement généreux du point de vue du savoir et qui est prêt à distribuer ce savoir là où il faut. Et c'est pourquoi je pense que peut-être Babacar Kanté pourra parler de ça beaucoup plus à l'aise que moi. Je pourrais parler de Babacar en parlant des gens autour de lui. Je pourrais parler de sa maman, de cette dame que j'ai rencontrée récemment et qui venait de perdre son enfant, le grand frère de Babacar, et qui expliquait tout simplement que voilà, la mort fait partie de la vie. Et que quand Dieu vous prend quelque chose, c'est qu'il a raison. Je pourrais parler également de son épouse, Assietou, qui est là. On dit toujours cette phrase que je ne comprends jamais d'ailleurs, que derrière tout grand homme, il y a une grande dame et des choses comme ça. Comme si derrière tout grande dame, il n'y a pas un grand homme, mais enfin, c'est pas ça le problème. Mais je pense que bu baaxee sax ci soxna sa moo tax aussi parce que soxna moo nekk ci kër. Et donc je voudrais rendre véritablement hommage à Assietou Diakhaté en parlant de Babacar et dire toute la reconnaissance que nous avons vis-à-vis d'elle, parce que au fond, si Babacar est assez libre pour écrire, c'est parce que la femme de Dieu. Si votre femme vous empêchez d'écrire, vous n'écrirez pas. Beaucoup d'intellectuels sénégalais n'écrivent que quand ils sont à l'étranger. Parce qu'ils n'ont pas cette obligation sociale qui fait que dès qu'on est devant son ordinateur, il faut veiller à ce que l'oncle ait son mouton, à ce que le grand-père, son chapelet noir qu'il a perdu soit remplacé, à ce que la bonne ait son cube magique. Ces choses-là, le cube magique, est déjà un frein même à la réflexion intellectuelle. Et je pense que quand vous avez des gens qui parviennent dans cette atmosphère à sortir des œuvres qu'on célèbre aujourd'hui, je pense que ce n'est possible que parce qu'ils ont quelque part une personne qui s'occupe de tout le reste. Et cette personne qui s'occupe de tout le reste, en ce qui concerne Babacar, je l'affirme personnellement, c'est son épouse Assietou, à qui je rends hommage au nom de tout le monde. Je pourrais parler de son frère, Souleymane, qui a travaillé avec Ousmane. Je ne pense pas qu'il y ait dans ce pays quelqu'un de plus calme que lui, quelqu'un de plus compétent que lui dans le domaine où il sert, et quelqu'un de moins connu que lui, y compris par les gens qui travaillent dans le secteur où il travaille. Mais ça également, c'est peut-être une marque de famille des Diakhaté. Peut-être que quelque part, c'est un gàllaaj mooy la ngeen di def bu leen te kenn raw waaye bu ko kenn jël. Peut-être que c'est ça au fond le talisman, parce que je sais de science sûre que là où il travaille, il est toujours excellent, il se donne toujours les moyens d'être excellent et de ne pas tricher. Quoi dire de plus? Ça peut être du waxtaan. Le waxtaan n'a pas de fin. Jusqu'à 18h, jusqu'à 20h, je pourrais faire du waxtaan sur Babacar. Lui-même doit se dire que grand bi lu muy wax nii. Mais enfin, c'est des occasions qu'on a parfois aussi de dire à un petit frère qu'on est content de lui, qu'on est fier de lui, machallah.
et que c'est des moments de plaisir, non pas pour les autres, non pas pour lui, mais pour moi-même. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un plaisir plus immense que de devoir dire de quelqu'un qu'on aime, je t'aime, au sens premier du terme. C'est-à-dire, je voudrais être toi. C'est-à-dire, si j'avais un enfant, je veux qu'il te ressemble. C'est-à-dire, si tu avais l'âge de mon père, peut-être que j'aurais pu être fier que tu sois mon père. Enfin, que je sois toi. Et c'est ce désir irréalisable, de toute façon, d'être toi-même, d'être toi en même temps, que j'ai essayé d'exprimer en ces mots très simples. Et en disant que tu as écrit parce que ta femme a été la personne qui a été autour de toi pour te permettre d'écrire, je ne voudrais pas que mon épouse qui est dans cette salle puisse penser que si je n'écris pas, c'est à cause d'elle. Mais en réalité, que si je n'écris pas, si je n'écris pas, peut-être que je ne sais pour ma part le talent de Babacar. Je pense qu'il faut oser le faire. Et je remercie toutes les personnes qui sont à cette table-là, des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. Et en particulier Babacar Kanté. Parce que je sais les relations qu'il y a à Babacar Kanté et Babacar Diakhaté. Est-ce que tous les Thiessois qui habitent Thiès sont comme ça? Peut-être que c'est la connexion thiessoise qui fait ça, je ne sais pas. Mais je crois que c'est la connexion intellectuelle. Je pense que c'est deux personnes qui croient au savoir, qui croient à l'acquisition du savoir et qui croient à la distribution du savoir. Et donc c'est sur ces mots que je voudrais simplement terminer et dire encore une fois ce que j'ai dit au départ, que si vous êtes là, c'est certainement parce que vous avez de l'affection à Babacar. Mais si vous êtes là, vous avez raison d'être là, parce que le professeur Rawane Mbaye et son épouse sont là. Je vous remercie. On s'est heureux qu'on ait choisi effectivement M. Ndiaye pour parler d'un aspect de l'homme, c'est-à-dire de l'intellectuel qui est là devant nous, surtout grâce à cette auguste assemblée qui aura permis peut-être de découvrir une facette, c'est-à-dire la dimension purement humaine. Nous voulons aussi par la même occasion nous joindre aux hommages que vous avez bien voulu adresser à son épouse. Je voulais après donner la parole à M. le professeur Babacar Kanté de l'Université Gaston Berger au sein de Monsieur le secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail, du dialogue social et des organisations professionnelles, Monsieur le directeur du WAC, cher collègue Ismaël, Monsieur le directeur de l'Armatan, mon cher Abdoulaye Diallo, Monsieur le professeur Isaac Yankov Ndiaye, cher collègue et cher ami, Monsieur Madame Manier, cher ami, mon cher Babacar, Mesdames, Messieurs, traditionnellement, quand on présente un livre, il n'y a que deux choses à faire. Parler de l'auteur et ensuite parler de l'œuvre. Mon ami Bademba vient de parler de l'auteur. Mon éminent collègue va le faire en des termes que vous allez découvrir très bientôt. Le professeur Isaac Yankov Ndiaye va parler de l'œuvre. Et pourtant, les organisateurs de cette cérémonie ont cru devoir me donner la parole. Je me suis posé la question de savoir, après l'auteur, avant l'œuvre, de quoi vais-je pouvoir parler. J'ai décidé finalement, comme je ne peux plus parler de l'œuvre, je vais parler de moi-même. Je vais parler de moi-même parce que vous me donnez l'occasion de dire tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec Babacar Diakhaté. Je vais vous exprimer mon plaisir, comme le disait Mme tout à l'heure, mais aussi je pense que la circonstance est exceptionnelle, elle est rare et j'aurai mauvaise place à ne pas en tirer profit. Vous exprimer un profond regret. Mon plaisir, c'est d'abord d'avoir travaillé avec Babacar Diakhaté sur un sujet
qui est un sujet pertinent. Cela peut paraître banal, mais après un certain nombre d'années d'expérience maintenant, je suis arrivé à la conclusion que si ce que Bademba appelait la production du savoir n'a pas atteint un certain niveau dans le centre de recherche, ce n'est pas tant la qualité de nos chercheurs qui n'est pas bonne, je pense que c'est le choix des sujets qui n'est pas pertinent. J'ai eu le regret d'avoir des étudiants talentueux qui n'ont pas pu faire une excellente thèse parce que le sujet ne se prêtait pas à une excellente thèse. Le premier critère d'une bonne thèse, c'est déjà choisir un sujet que j'appelle un sujet porteur. Et M. Diakhaté a eu l'intelligence de choisir un sujet porteur. Un sujet porteur, pourquoi? Parce que les sujets les plus difficiles que les étudiants évitent d'ailleurs la plupart du temps, ce sont des sujets qui sont à cheval sur deux matières. Et quand M. Diakhaté a décidé de parler de l'autorisation du licenciement, il a résolument choisi de travailler aussi bien en droit administratif qu'en droit du travail. Et je l'avais mis en garde en lui disant que c'est un sujet extrêmement difficile parce que le jour de la soutenance de votre thèse, vous allez avoir des spécialistes très pointus sur le droit du travail, des spécialistes très pointus sur le droit du travail, et vous allez vous faire extrêmement mal parce que, encore une fois, aucun des spécialistes ne va vous faire ne va vous pardonner des erreurs. Et il a réussi magistralement son truc. Parce qu'il a su, encore une fois, utiliser ses qualités sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Mais c'est un sujet qui est pertinent, non pas seulement parce qu'il se trouve à la croisée de disciplines, mais c'est aussi, j'espère qu'on s'en rend compte à travers la lecture de ce livre, c'est un livre qui se trouve aussi être un livre qui a un impact sur l'économie. Vous vous souvenez certainement, les professionnels syndicaux qui sont là, les leaders d'entreprises qui sont là, se rendent compte que la notion même d'autorisation de licenciement intervient sur le devenir de l'entreprise. Et donc, l'entreprise étant devenue maintenant le moteur du développement, tout ce qui touche l'entreprise touche nécessairement l'État. Voilà pourquoi je pense que son travail a un impact également sur le plan pratique, et c'est le deuxième intérêt de son travail, d'où la pertinence de son travail. Mais le deuxième plaisir que j'ai eu à travailler avec Diakhaté, c'est la conduite de la recherche, la manière dont il a conduit sa recherche. Là aussi, je suis au regret de le dire, c'est curieusement maintenant les professionnels qui nous apprennent, nous, à l'université, à conduire des travaux de recherche. La rigueur avec laquelle il vous en rend compte en disant, il cite des références déjà, en note de bas de page. C'est une bagarre que je mène depuis plus de 30 ans avec les étudiants, en leur disant qu'il n'y a pas deux façons de citer une référence. Il n'y en a pas trois, il y en a une seule. Et c'est une façon qui met toutes les caractères. Et je mets en garde les étudiants. Je dis, si vous ne faites pas attention, quelqu'un prend votre livre, il regarde la première référence de bas de page qui n'est pas bien faite et je dépose sur votre livre. Parce qu'elle disait que ce n'est pas bien fait. Et donc cette rigueur-là, méthodique, la documentation, le fait d'accepter d'être balancé entre droit administratif et droit du travail, comme le disait Madame tout à l'heure, de se documenter matin, midi et soir, ensuite de se documenter à travers des centres de recherche, même en Europe, de profiter, je ne sais pas si je ne suis pas en train de révéler un secret, je ne sais pas ce que ça peut écouter, mais de profiter de conseils d'administration, même de missions à l'étranger, pour se documenter en douce. Je pense que c'est quand même une rigueur dont il a fait preuve, une rigueur, il n'est pas seul, il y a, je vois ici dans cette salle, des professionnels aussi, qui ont conduit leurs travaux de recherche tout en étant des professionnels. Et je voudrais rendre hommage à cette catégorie de chercheurs, des professionnels qui viennent nous enseigner, nous, à l'université, la rigueur en termes d'enseignement et de recherche. Autre plaisir que j'ai eu, c'est la patience. La patience parce que maintenant, j'ai l'habitude de taquiner nos jeunes chercheurs en leur disant qu'un dirigeant, un directeur de recherche au Sénégal aujourd'hui ne dirige rien du tout. Quand vous êtes directeur de thèse, vous ne dirigez rien du tout. Parce que c'est le candidat qui choisit son sujet. C'est le candidat qui vous choisit comme directeur de thèse sans savoir quelles sont vos spécialités ou pas. C'est le candidat qui choisit son plan. C'est le candidat qui choisit ce qu'il a développé. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux dans ce pays-là. Personne n'a jamais rien écrit parce que lui, il considère que c'est mieux. Si vous avez le malheur de lui dire que non, on a changé tel paragraphe, il ira dire à son cousin que mais moi je vous soutenir ma thèse, mais c'est mon directeur qui m'empêche de soutenir. Comme si le fait qu'il soutienne sa thèse vous gêne en quoi que ce soit alors que vous êtes en train de faire votre possible pour qu'il fasse une bonne thèse. Ce sont donc, je répète encore une fois, les professionnels qui acceptent de prendre le temps, la patience justement nécessaire pour faire ce travail. Et je voudrais saluer également cette deuxième qualité de M. Diakhaté dans la gestion de sa thèse. Troisième plaisir que j'ai eu à travailler avec lui, c'est le résultat obtenu. D'habitude, les thèses aboutissent comme nous sommes en train de le faire à la publication d'ouvrages. C'est à dessein que j'emploie le mot. Mais ce que M. Diakhaté a produit dépasse les limites de l'ouvrage pour atteindre ce que j'appelle dans le jargon de notre métier un manuel.
Autrement dit, il y a des passages qui correspondent à des cours que les étudiants pourraient peut-être utiliser dans le cadre du droit du travail ou alors dans le cadre du droit administratif. Donc pour toutes ces raisons, je considère que sa contribution, que j'appelle une contribution doctrinale, est une contribution bienvenue parce que c'est encore une fois un enrichissement dans la science. Cependant, j'ai un regret. J'ai un regret, je pense que je dois l'honnêteté de le dire publiquement. J'ai un regret, si j'ai un regret, c'est que M. Diakhaté n'ait pas fait la carrière universitaire. C'est un regret que j'ai depuis très longtemps, mais comme on dit, on ne choisit pas son destin. On ne choisit pas son destin, il a gardé le contact avec l'université, il a fait des travaux dirigés, il a dispensé des cours, mais peut-être le destin l'a appelé ailleurs, il a travaillé dans le secteur professionnel, dans la fonction publique, ensuite dans le secteur privé, comme quoi on ne choisit pas son destin. Mais je voudrais quand même insister sur le fait qu'il a le profil d'un universitaire. Je me plains souvent du fait que le Sénégal est certainement un des pays qui a le plus grand nombre de diplômés de l'enseignement supérieur, mais nous avons très peu d'universitaires. L'universitaire, c'est 3 qualités. C'est, comme l'a dit Madame, le savoir, incontestablement. C'est aussi le savoir-être. Il y a des choses qui ne se disent pas entre universitaires, il y a des choses qui ne se font pas entre universitaires. C'est aussi le savoir-faire, évidemment, avoir la clé pour ouvrir des portes là où vos maîtres ou vos professeurs ne sont pas. Je pense que M. Diakhaté a réuni les 3 qualités. Le savoir, évidemment, chacun pourra le vérifier, parce qu'il a soutenu sa thèse devant un jury prestigieux. Ce n'est pas le professeur Isaac Jacob Gaye, un des meilleurs spécialistes du droit du travail qui me contredira. Un jury prestigieux qui lui a donné la meilleure mention possible. Donc le savoir est là. Le savoir-être, Madame Ba en parlait tout à l'heure, c'est, je ne sais pas, que la déférence, le respect, c'est plus que de l'affection. C'est tout en ayant des rapports amicaux avec les gens, des rapports de cordialité, mais une forme de déférence à l'égard de ses interlocuteurs qui fait le savoir-être de l'universitaire. Évidemment, le savoir-faire, c'est la technicité dont il a fait preuve pour résoudre un certain nombre de cas pratiques auxquels il a été confronté dans l'exercice de son métier. Voilà pourquoi autant de qualités que j'aurais souhaité qu'il mette au service de l'université, surtout maintenant que nous venons d'avoir les résultats du concours d'agrégation. Je lui ai toujours dit qu'il avait fait une thèse d'agrégation. C'est un paradoxe parce qu'une thèse, c'est pas l'agrégation, mais c'est une thèse qui lui pouvait ouvrir royalement les portes de l'agrégation. Malheureusement, il n'a pas été ainsi. C'est un autre destin. Mais je voudrais conclure sur ce point. Il représente tout de même un symbole. Il représente un symbole parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'enseignement supérieur, quand on parle de la recherche, on ne peut pas en parler en termes de déconnexion de l'environnement qui nous entoure. Aujourd'hui, l'enseignement et la recherche ne peuvent pas se faire en ignorant notre société. L'enseignement et la recherche ne peuvent pas se faire en ignorant le monde de l'entreprise. Et quand je vois qu'il constitue un lien organique, un trait d'union, un symbole entre l'entreprise et l'université, je pense que nous devons peut-être encourager le développement de ce genre de profil pour que l'université accepte en son sein des gens qui sont des professionnels, pas nécessairement des universitaires au sens académicien du terme. Voilà, monsieur le président de séance, les quelques mots que je voulais dire, encore une fois pour exprimer mon plaisir que j'ai eu à travailler avec M. Diakhaté, surtout quand je vois les résultats avec que nous sommes arrivés. Merci beaucoup. Merci, monsieur le professeur. Nous voulons aussi à ce niveau-là retenir pour votre intervention quelque chose. Votre intervention professionnelle qui effectivement reste connecté avec le monde universitaire qui est le monde de la recherche. Donc quelque part aussi, c'est une occasion, en tout cas par là qui nous est donnée, pour nous professionnels, d'être très fiers de tout ce que vous avez fait, et certainement aussi un défi, évidemment que d'autres professionnels ne manqueront pas de relever en prenant la voie que vous avez empruntée. Encore une fois, monsieur le professeur, merci de nous avoir éclairé encore sur cet autre aspect de l'auteur de l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui. À présent, je vais me tourner auprès du professeur Isaac Jacob Gaye, vice-président du Centre. Monsieur le président, professeur, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le président de séance. Monsieur le secrétaire général, le représentant du ministre du Travail, de la fonction publique, des organisations professionnelles et du dialogue social, monsieur le directeur du WARC, chers collègues, monsieur le doyen Babacar Kanté, chers collègues, et aînés et maîtres, monsieur le Madame Bagnaille, chers amis journalistes, mesdames, messieurs, chers invités,
c'est toujours un sentiment de plaisir et de fierté que de devoir présenter un ouvrage d'autrui. Cela traduit certainement pour l'auteur toute l'estime et toute la confiance qu'il voue au présentateur. Mais cela laisse aussi présager ou présumer que vous savez de quoi vous allez parler. Vous êtes forcément réputé être un sachant. J'ai la faiblesse de reconnaître que seul le premier terme me convient ici, car je crains fort que la notoriété du préfacier ne me porte fortement ombrage. Le doyen Kanté a déjà fort éloquemment écrit, avec la rigueur qu'on lui connaît, et je cite, M. Babacar Kanté a, d'une très belle plume, passé en revue de manière particulièrement approfondie tous les textes pertinents et rigoureusement commentés, la jurisprudence. Il utilise à cet effet des outils conceptuels qui lui permettent de partir de la théorie générale du droit à une perspective pratique. C'est ainsi qu'à l'aide d'enquêtes et de statistiques, l'auteur illustre concrètement ses conclusions. Cette démarche donne incontestablement une valeur ajoutée à cet ouvrage. Son appréciation de certaines dispositions du Code du travail a, en définitive, permis de révéler des lacunes de notre corpus législatif. Mais loin de s'arrêter à des constats, l'auteur prolonge la réflexion jusqu'à des propositions de réforme. On aurait pu s'arrêter là, parce que tout a été dit ou presque, au risque de n'avoir plus rien à ajouter. C'est pourquoi je vous demande encore ici si je n'occupe pas une place usurpée. Et comme le repentir ne peut jamais être rétroactif, je me suis tenu d'exécuter sans aucune prétention, mais avec une très grande concision, la charge que M. Babacar Diakhaté a eu l'amabilité de me transmettre. L'ouvrage est intitulé « Le contrôle du licenciement des délégués du personnel ». Il comporte 242 pages, annexes, bibliographie et plans exclus. Le contrôle du licenciement n'est pas en soi une innovation. Il a existé à partir de 1977 pour le licenciement économique et celui des délégués du personnel. C'est un contrôle administratif préalable avant tout licenciement. Il a disparu en 1994 pour le licenciement économique. La loi 97-17 du 1er décembre 1997 portant nouveau code du travail a suivi la même orientation. Désormais, en droit positif du travail, le système d'autorisation préalable profite essentiellement aux délégués du personnel. Ce dernier est un salarié élu. Il exerce un mandat au profit de l'ensemble des travailleurs. Si on ne peut lui assurer une immunité totale, il faut autant que faire se peut, éviter que l'exercice de son mandat soit facilement entravé. La problématique essentielle de l'ouvrage peut se ramener à une seule question. Quelle est l'efficacité du contrôle ainsi mis en place? En d'autres termes, le délégué du personnel est-il suffisamment protégé contre le licenciement? M. Babacar Diakhaté y apporte une réponse à partir d'un détour sur le double degré de contrôle administratif. C'est sa première partie. Et sur la dualité du contrôle juridictionnel, c'est sa deuxième partie. A priori, si l'on en juge au registre quantitatif, on aurait pu légitimement préjuger de l'efficacité du mécanisme mis en place. Mais M. Babacar Diakhaté est parvenu à dépasser cette illusion d'optique. Et c'est là qu'apparaissent les qualités qui lui ont déjà été reconnues. La pertinence de l'argumentaire, la finesse de l'analyse, la clarté du propos, l'esprit de concision, autant de vertus cardinales que l'on souhaite retrouver chez l'universitaire, même si M. Babacar Diakhaté n'en réclame pas le titre. Il a pu démontrer avec aisance que le système reste encore à parfaire, et cela au niveau de tous les acteurs. D'abord, avec pleine conscience, M. Diakhaté avoue la timidité observée chez les inspecteurs du travail, qui ont bien souvent tendance à s'auto-censurer ou à s'auto-limiter dès l'instant que le licenciement a un aspect économique, attitude qui pourrait certainement s'expliquer pour des raisons liées à leur formation ou, et bien souvent, aussi à l'insuffisance de moyens, mais qui, en tout état de cause, ne participent pas de la vitalité du contrôle souhaité. Ensuite, et parallèlement, le contrôle est réellement exercé par référence au mandat, car la priorité est censée être accordée à l'intérêt de l'entreprise, supposé être l'intérêt qui transcende tous les autres intérêts catégoriels et qui par suite ne peut se confondre ni avec l'intérêt de l'employeur, ni avec celui du salarié, futur délégué du personnel. Enfin,
M. Diakhaté relève l'incurie de la loi qui exclut expressément les départs négociés du bénéfice de la protection ou qui omet de préciser que la motivation de la décision devrait être une obligation de portée générale au lieu de la soumettre à l'appréciation contingente d'un juge souvent désarmé. Ou encore, ce que l'auteur et son ami appellent les désagréments de l'article L207 alinéa 2 liés à la maladresse rédactionnelle relativement ouverte. M. Babacar Diakhaté a voulu certainement rappeler que légiférer est aussi un art et que l'intelligence et la qualité participent de la qualité de la loi. Il y a en effet dans le système actuel autant d'interstices qui favorisent la porosité du système. En revanche, à propos de la dualité du contrôle juridictionnel, la physionomie présentée semble beaucoup plus avantageuse. Elle renvoie à un contentieux de la légalité et à un contentieux de la responsabilité. Dans les deux cas, M. Diakhaté nous amène à constater les évolutions positives enregistrées et les réformes à envisager pour mieux accentuer la protection des délégués du personnel. Au niveau du contentieux de la légalité, l'auteur relève l'absence de politique jurisprudentielle en la matière, même si une amorce plus orthodoxe se décide voir se confirme. À titre illustratif, il invoque deux arrêts de 81 et de 84 que seul le contraste unit. Dans le premier arrêt, connu sous le nom de Socas, la Cour suprême estime que toute faute, quelle qu'elle soit, quel que soit son degré de gravité, peut être sanctionnée par le licenciement. Dans le second, appelé arrêt Grand Moulin, il fallait surtout vérifier si les faits reprochés aux salariés sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. C'est manifestement là reconnaître que le statut de délégué était nécessairement sur la protection privée. Et là, c'est assurément le modèle français qui est la source d'inspiration d'une telle solution. Et là-bas, cette spécificité avait déjà été créée en droit privé dès 1974 avec les fameux arrêts dits Perrier qu'on avait dit qu'ils constituaient un véritable tournant en droit du travail. M. Diakhaté n'a pas manqué de nous signaler que cette erreur perspective s'est aussi retrouvée chez nous en 1982 avec l'arrêt de la Cour suprême décidant que l'article 188 du Code du travail a mis en place, je cite, des dispositions dérogatoires du droit commun qui interdisent de poursuivre la rupture du contrat de travail d'un délégué par d'autres voies que celle de l'utilisation préalable de l'inspecteur du travail, de recours hiérarchique devant le ministre et de recours excès de pouvoir. Mais ici aussi, il a été constaté une girouette ou pirouette, c'est selon les cas jurisprudentiels, remettant en cause ce qui semblait être une avancée irréversible. Il reste néanmoins que M. Diakhaté nous a fait découvrir les évolutions qui s'annoncent, voire qui se confirment. Il s'agit certes d'évolutions laborieuses, annoncées le plus souvent sur des techniques de contrôle du droit français, mais encore pas suffisamment maîtrisées. En ce qui concerne le contentieux de la responsabilité, l'auteur retrace l'évolution de la responsabilité de l'État à la suite d'un licenciement d'un délégué du personnel, tout en soulignant la difficulté à rendre effective la réparation par suite de l'immunité d'exécution. Dans le même temps, il envisage la responsabilité pénale de l'employeur, mais estime irrecevable toute action civile. Ainsi, l'auteur nous conduit de façon sans équivoque et à rebours de certaines thèses explicites à une idée forte, telle de préserver la protection des délégués du personnel, institution fondamentale du droit du travail et seul îlot résistant encore aux flots envahissants mais aujourd'hui accommodants de la théorie de la flexibilité. Tel me semble être le tableau descriptif que l'on peut retenir de l'ouvrage de M. Diakhaté. Je crois pouvoir dire, pour me répéter, que M. Diakhaté a fait œuvre utile. Son ouvrage est à la fois informatif et instructif. Il renseigne, il éclaire à bien des égards. C'est finalement une dynamique d'action réflexive. Mais je voudrais, à l'oreille de mon propos, retrouver la neutralité académique qui me rappelle sans cesse le devoir de pouvoir exprimer un point de vue différencié. Il m'est apparu, en effet, sur plusieurs aspects parfois fondamentaux, d'être assez réservé, faute pour l'auteur, selon moi, d'être de s'être arrêté au milieu du guet, de n'avoir pas accordé suffisamment d'intérêt ou d'attention à des éléments techniques de théorie juridique, et notamment sur l'étendue du contrôle exercé, et sur l'irrecevabilité de l'action civile, sur l'obligation de population, sur l'immunité d'exécution, sur la responsabilité pénale de l'employeur, voire de l'entreprise, ou encore sur les conséquences du refus d'interrogation d'un délégué irrégulièrement licencié. Mais peut-être aussi serait-il mal à propos d'exiger de M. Diakhaté ce qu'on aurait reproché à un universitaire à temps plein. C'est pourquoi il serait erroné de croire que les distances prises ça et là constituent un quelconque désaveu, fut-il léger. C'est bien tout le contraire. L'ouvrage de M. Diakhaté est même très présent à lire, parce que aussi souvent que possible, les idées qui y sont exprimées traduisent une réflexion personnelle, louable et des choix,
Il ne s'agit pas donc que d'un énième décalque, mais d'un livre d'auteur, et cela aussi devrait être dit. Et il a été dit. Je m'étais forgé une obligation volontaire de moyens protestativement. Je ne suis pas sûr d'être arrivé à vous distributivement, mais d'acheter vous remercie. Monsieur le Président, avec l'antenne télé, nous entendre. Nous voulons juste retenir de votre contribution, ou présentation plus exactement, deux choses. C'est que dans l'ouvrage de M. Karaté, il a comblé quelque part un vide, mais en même temps aussi, il ouvre des perspectives surtout pour les inspecteurs du travail, quelques timides ou timorés comme vous l'avez dit. Merci encore une fois pour vos propos. Maintenant, je voudrais donc passer la parole à l'auteur, M. Babacar Diakhaté, auteur de ce bel ouvrage, au travers des interventions des illustres professeurs ici présents. M. Diakhaté, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs. Je souhaiterais faire une intervention très rapide, en 2 temps. Une intervention qui va finir par des remerciements, vous vous en doutez, beaucoup de remerciements. Après avoir dit tout simplement au début que cet ouvrage, c'est une contribution. C'est une tentative de contribution. D'abord à l'amélioration de l'ordonnancement juridique en la matière, puisque le professeur Kanté, comme le professeur Ndiaye vient de le dire, on est en présence d'une institution fondamentale dans les rapports collectifs de travail. C'est une institution essentielle, l'institution des délégués du personnel, qui est au cœur des relations professionnelles. Et c'est une institution qui, sur le plan administratif, sur le plan organisationnel, sur le plan, disons, au niveau de la gestion, au niveau de l'administration du travail à laquelle j'ai pu appartenir, et dans le quotidien de ce que vivent les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail. Elle est au cœur des rapports professionnels. C'est effectivement cela qui lui donne son importance, que nous connaissons tous. Et la contribution que j'ai cherché à apporter, très modestement, c'est, comme le professeur Kanté vient de le dire, fondamentalement, dans sa finalité, c'est apporter une amélioration des conditions économiques de travail. Parce que lorsque la gestion des institutions représentatives du personnel pose problème dans les entreprises, cela pose problème et cela a des conséquences sur les activités économiques de l'entreprise. C'est une institution, à la limite, controversée pour les chefs d'entreprise lorsque nous sommes en face d'une demande d'autorisation de licenciement de délégués du personnel au niveau de l'administration du travail. Nous sommes confrontés à plusieurs équations. Une équation d'abord tenant au fait que la législation du travail n'est pas forcément claire sur bien des aspects concernant à la fois les procédures, concernant les pouvoirs du ministre chargé du travail, concernant les interprétations jurisprudentielles, lesquelles ont souvent été, disons, marquées par un certain nombre de contrariétés, mais on s'en réjouit, je le dis dans le livre, dans l'ouvrage, on s'en réjouit du fait que, en passant du Conseil d'État, aujourd'hui, en passant au niveau du Conseil d'État, de la Cour suprême au Conseil d'État, la Cour suprême dans ses anciennes formules, au Conseil d'État, nous avons vu une solution positive et nous pouvons en tirer un bilan assez satisfaisant dans la mesure où le juge commence à mettre en place des lignes directrices suffisamment claires en ce qui concerne à la fois les pouvoirs de l'inspecteur du travail, les pouvoirs du ministre du Travail, etc. Et je pense que donc, la finalité, je disais, c'est l'amélioration des conditions économiques de travail, puisque si nous ne pouvons pas gérer cette institution-là, qui est fondamentalement au cœur des rapports professionnels, comme je disais, c'est le climat social des entreprises qui en est souvent vicié. C'est donc, on est en face de chefs d'entreprise
un peu, disons, qui sont confrontés à des contraintes importantes, contraintes légales, voire pénales, vous l'avez dit, professeur, contraintes de plus en plus médiatiques, puisque ces questions sont souvent traitées en dehors de l'administration du travail, la presse s'en saisit, etc. L'administration du travail, les inspecteurs en deviennent un peu, disons, en perdent leur contrôle. Et je pense que nous avons intérêt aujourd'hui, pour que les chefs d'entreprise travaillent dans des conditions, disons, de sérénité, hein, dans la pérennité, nous devons améliorer, d'une part, l'ordonnancement juridique en vigueur, mais d'autre part, améliorer, disons, les pouvoirs, l'organisation des pouvoirs au niveau du ministre chargé du travail. Ces pouvoirs du ministre chargé du travail posent problème dans notre pays en ce qui concerne, disons, la confirmation ou l'information par le ministre des décisions de l'inspecteur du travail. Nous avons essayé de faire une enquête auprès de toutes les inspections du travail. Et ces inspecteurs régionaux concluent pour la plupart, certains concluent qu'il vaut mieux réformer les prérogatives dont dispose le ministre chargé du travail. D'autres, même plus catégoriques, disent qu'il faut supprimer carrément l'intervention du ministre du Travail. Le ministre n'a pas à confirmer ou à infirmer, puisque le ministre est essentiellement motivé par des considérations politiques, par des considérations juridiques, par des considérations liées à l'intérêt de l'entreprise notamment. Et donc, c'est là un débat de fond pour lequel nous avons essayé, disons, d'apporter des solutions. Et je suis content d'entendre le professeur Kanté dire que l'ouvrage a un impact économique, parce que effectivement, la recherche de l'amélioration des conditions de travail qui en était l'objectif pour l'amélioration de l'ordonnancement juridique, notamment en vigueur, et donc arriver à trouver la paix sociale lorsque ces questions se posent aux chefs d'entreprise. Je ne pourrais pas en dire autant, plus que, disons, le professeur Isaac Yacob Bendiaï qui a résumé un peu la trame des grandes lignes directrices de cet ouvrage. Et c'est pourquoi je disais, et c'est l'aspect le plus important pour moi, je voudrais en finir un certain nombre de remerciements. Je voudrais, si vous le permettez, remercier le professeur Rawan May d'être présent. Cela me va droit au cœur, sa présence, aussi bien sa présence lors de l'ordonnance qu'aujourd'hui. Je voudrais remercier et prier, vous demander de prier pour lui, pour que Allah lui accorde une longue vie et une santé de fer. Deuxième type de remerciement, c'est au professeur Babacar Kanté. Avant d'en venir aux autres professeurs qui ont été membres de mon jury de thèse. Professeur Kanté, je vous remercie. Je voudrais simplement vous dire merci. Vous m'avez appris beaucoup de choses. Chaque fois que je me retrouve devant le professeur Kanté, j'ai l'impression d'être en première année encore, en deuxième année plutôt, de droit administratif. Tellement on en apprend, même en 5 minutes, on a appris beaucoup de choses à professeur Kanté. En réalité, s'il dit que l'agencement de la bibliographie correcte, c'est parce qu'il m'a appris cela. Si vous ne l'avez pas appris, et la règle qu'on lui connaît, je n'aurais pas pu le faire. Mais j'ai peut-être juste eu le mérite d'avoir un peu peur de ses appréciations. J'ai un ami dans la salle, ils sont plusieurs d'ailleurs, ils se reconnaîtront, qui m'ont dit, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire avec le professeur Kanté en le choisissant comme directeur de thèse? Même les professeurs, les enseignants, entre guillemets, fuient le professeur Kanté, tellement il est rigoureux, tellement il est professionnel, tellement il est universitaire que l'on souhaiterait tous être. Mais j'ai dit, c'est pour ça justement que je l'ai choisi, parce que je ne souhaiterais pas faire une thèse qui ne servirait à rien du tout. J'ai beaucoup appris avec le professeur Kanté et je continue d'apprendre avec le professeur Kanté. J'invite tous ceux qui le craignent, il y en a dans la salle, qui disent, parmi mes amis et promotionnels, qui disent qu'ils ont peur du professeur Kanté. Je voudrais qu'ils apprennent à se rapprocher de lui. Parce que c'est un universitaire fabuleux. Il est formidable. Je pense que nous aurons tous intérêt à avoir des directeurs de thèse
pour ceux qui veulent en faire, comme le professeur Kanté. Il l'a dit, le jury était prestigieux, parce que ces mêmes personnes qui m'ont posé la question de savoir qu'est-ce que je suis parti faire avec le professeur Kanté m'ont dit, mais également, comment vous avez pu accepter que d'autres soient dans le jury? Je ne les citerai pas. Ben, j'ai répondu simplement, si ces personnes-là ne sont pas dans le jury, on aurait l'impression que ce serait une thèse qui ne fait passer dans le sérieux. Ça ne serait pas sérieux. Et je pense que nous avons eu le plaisir d'avoir le professeur Isaac Yankoba Ndiaye dans ce jury. Le professeur Aminata Sissignan, qui se cache, je vais maintenant de le parler un peu plus amicalement, mais elle est dans la salle. Et le professeur Dembassi, autre professeur tant redouté à la faculté des sciences juridiques. Quand le professeur Kanté m'a dit, nous devons mettre Dembassi parce que le droit administratif, c'est Dembassi. Il m'a regardé, pensant peut-être que j'allais... Je ne sais pas ce qu'il y avait dans son esprit en ce moment-là. Mais peut-être qu'il pensait que j'allais lui demander correctement, disons, poliment, de ne pas mettre dedans. Mais je lui ai dit, allons-y, professeur, il faut qu'il soit dedans. Et je pense que c'est pour cela qu'effectivement, cette contribution est peut-être acceptable. Et je souhaite qu'elle soit, disons, laissée à votre appréciation. Et je serai heureux d'avoir toutes les critiques possibles pour ce travail-là. Merci au professeur Kanté, merci à tous les membres du jury, mais également, je voudrais remercier tous les responsables de la SAR, ex-responsables de la SAR qui sont là. Parmi ces responsables, ceux de la tutelle. Quelquefois, je suis en train de dire professeur Boubacar Camara, mais je dois dire simplement, je lui pose la question, tellement il a de titres, inspecteur d'État, je ne sais pas quoi d'autre, vous le connaissez tous comme moi, et je lui demande souvent, aujourd'hui président du conseil d'administration de Sococim, je lui dis, qu'est-ce que je dois dire maintenant? Qu'est-ce que je ne me retrouve plus avec tous tes titres? Je parle de lui parce qu'il est un exemple pour nous, au niveau des fonctionnaires, tant son parcours est brillant. Je voudrais remercier mon président du conseil d'administration, M. Mboup, qui est là, Serigne Mboup, Jean-Michel Seck, mon ancien DG, tous les membres du syndicat qui sont là, les délégués du personnel de la SAR. J'ai demandé à ce que les cars ne viennent pas ici directement, parce qu'on m'a dit que le transporteur allait faire venir tous les cars de la SAR ici. J'ai dit d'abord vous allez laisser le travail, et ça je n'aimerais pas ça. Chef, merci, président de la CNTS-FC, du syndicat. Monsieur le directeur général du travail, merci. Je ne peux pas terminer en ce qui concerne les professionnels du secteur sans faire une mention à Benoît Touré. Si j'ai quitté la fonction publique, c'est lui qui me connaît lui dans l'idée. Je ne sais pas comment. Je pense, en discutant avec un certain nombre de personnes presque, Pape Séni Veil qui est là, il m'a fait sortir de l'inspection du travail. Mais depuis lors, je pense que j'ai eu des rapports plus suivis avec lui quand j'ai quitté la SAR qu'au moment où j'étais à la SAR. Il est tout pour moi. C'est mon père, c'est mon ami. Et je pense qu'il n'est pas le seul. Il est comme ça avec tout le monde. Jean-Michel ne me demande pas. Je voudrais lui rendre un très grand hommage à Camara Touré, parce que c'est également un exemple pour nous. Monsieur Sen, vous l'avez dit, je voudrais vous remercier, mais quand on commence à citer, on a envie de citer toute la salle. Je voudrais remercier mes parents, ma mère qui aurait souhaité être là, tous mes parents qui sont là, mes sœurs. Mais, comme vous imaginez, Mme Ndiaye, c'est mon grand frère, comme il le dit, je ne voulais pas le remercier, comme Suleiman qui est là. Tous les autres, les amis sont... Mais la fin, c'est pour mon époux, en effet. Vous le devinez bien. Je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, Madame l'a dit, mais si je quittais chez moi pour aller, disons, au bureau de liaison de l'Université de Saint-Louis tous les samedis, quasiment que le professeur Kanté était disponible, je ne mangeais jamais à la maison.
Et d'ailleurs, elle a finalement compris que dès que je dis j'ai rendez-vous avec Kanté, il dit bon, c'est terminé, allons-y. On ne pense plus à lui. On mange et personne ne m'attend. Elle a été à la base de tout ce que j'ai pu réussir. Après les prières de mes parents. Merci. Je voudrais m'en arrêter là. Et je vous remercie tous ceux qui sont là. J'aurais voulu citer tout le monde, mais vous imaginez bien que je pense à tout le monde. Mes amis de l'inspection travail, de la magistrature, c'est que là. Merci à tous. De toute façon, votre intervention n'a fait que confirmer ce que les illustres prophètes ont dit de chaud. Donc, sur les personnes, notamment le professeur Kanté, mais aussi le professeur Mamdouji, c'est effectivement une autre notion là, car de façon sérieuse dans quelque chose. Nous aussi, vraiment commencé. À présent, nous en arrivons donc à la phase qui est la parole au public. Ce qui voudrait effectivement la parole. Monsieur Boukarkama. Monsieur le Président, ok. Il m'a donné ce là, ne vous en faites pas, à ce niveau-là, pas de problème. Mamnes Camara. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Pardon? Tu vois la main. Le nom? Oui. Le nom? Le nom? Mamadou Diop. Françoise Correa. Hein? Madame Françoise Correa. Madame Françoise. Au moins elle est femme, parce que c'est fait honneur aux femmes. N'est-ce pas? C'est bon? Ibrahima Mbaye. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup. Le président Sekou Diouf. Pardon? Président Sekou Diouf. Président Sekou Diouf. Il y a une dame qui lève la main. Ah. Oui, la dernière là. La dernière. Oui, madame. Yacoub Cissé. Ah, oui. Camara Touré. Oui, bien sûr. La liste est relativement longue. Nous sommes effectivement contents. Nous voulions juste demander aux autres de prendre en compte la gestion du temps. Merci. Monsieur le Président Boubacar Camara. Vous avez la parole. Mamadou Diop, c'est bien. Pardon? Ah d'accord, cédez. Vous lui cédez la parole. Merci. Mamadou Diop, vraiment. Oui. Merci. Merci, monsieur le secrétaire général, président de la séance. Je voudrais d'abord m'approprier toutes les félicitations et remerciements que Babacar a bien voulu faire pour le public. Parce que je n'ai pas le temps de le faire, ce n'est même pas approprié. Mais je ne peux pas m'empêcher quand même de rendre un hommage particulier au professeur Kanté. Il nous a fait aimer le droit administratif du fond de l'Amphi en deuxième année et cela a produit chez nous un effet qu'il est loin d'imaginer aujourd'hui. Je reviendrai plus tard. Je voudrais faire un témoignage sur l'auteur et deux constats sur l'œuvre. Sur l'auteur, il a parlé des titres, mais tous ces titres-là ne m'intéressent pas. Le seul titre que je dois avoir, c'est celui que vous avez déjà, c'est d'être un homme poli. Vous êtes un homme poli. Et comme le disent les Wolofs, hier l'homme le maillot de l'Okhaï. Et vous l'avez été toujours. Vous l'avez toujours été, vous n'avez jamais varié. Je vous ai rencontré dans toutes sortes de circonstances. Même dans votre discours, dans votre façon de parler, on sent cette politesse, cette éducation. Je vous exhorte à persévérer dans cette voie. Voilà le témoignage sur l'homme. Je pense que ça me suffit comme témoignage. Premier constat, il y a deux constats. L'un, on doit le faire et ne pas le regretter. L'autre, on doit le regretter. Le constat à faire et à ne pas regretter,
c'est le fait que dans la thèse, dans l'ouvrage de façon générale, on peut se dire, en tant qu'intellectuel ou quand c'est un universitaire pur et dur, on peut se dire qu'est-ce qu'il est à faire avec ces inspecteurs du travail? Qu'est-ce qu'il est allé faire avec ces éléments de matériel? Qu'est-ce qu'il est allé faire avec ces propositions de réforme? Pourquoi ne se concentre-t-il pas sur les grands débats doctrinaux, sur les analyses et développer de façon plus exhaustive certains concepts, notamment du droit du travail, etc. Mais je tente d'expliquer cette approche. Nous étions un groupe d'étudiants professionnels. On était déjà dans la fonction publique et on allait à la fac tous les jours. On faisait les TD de 18h avec les autres étudiants. D'ailleurs, ça les arrangeait beaucoup parce que à partir d'une certaine heure, le resto était fermé et souvent ils accrochaient les tourés et tout ça, accrochaient les professionnels et on restait ensemble. Ensuite, ça les arrangeait aussi parce que pour la recherche, on avait beaucoup plus de possibilités pour acheter des livres, avoir de la jurisprudence et tout, et ça formait un bloc extraordinaire. Alors, le bloc de professionnels, nous nous étions dit que nous devions rester dans l'administration et être des universitaires. Il y en a eu 5, on était 5. Il y en a un qui a soutenu une thèse sur les finances publiques, un sur la fiscalité, l'administration sur la fiscalité, c'était Abidfal. Il y en a un qui a soutenu une thèse il y avait sur la douane, je m'oublie. Alors, et il y a d'autres qui préparent également des thèses. Alors, cette approche-là devait nous servir à voir à partir de l'université, à partir des enseignements de l'université, comment faire des réformes au niveau de nos propres administrations. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé parce qu'après, avec les parcours des uns et des autres, chacun est allé dans le sens et la plupart sont allés soit dans le privé, soit fait des allers-retours. Donc c'est ça qui explique en partie qu'ils puissent avoir cette approche de réforme. Et ensuite, il est forcément louable de voir son libre cœur par rapport aux inspecteurs du travail. Voilà un corps qui a été formé avec des compétences énormes, qui brillent chaque fois qu'on les voit, aussi bien en interne que quand ils vont dans le privé. Mais c'est un corps qui a été pratiquement délaissé, de sorte que beaucoup de gens sortent pour aller dans le privé. Et ça, c'est extrêmement grave. Et je comprends un peu les réformes qu'il essaie de trouver à ce niveau. Alors, ça, c'est un constat qu'il ne faut pas regretter. Et le constat à regretter, c'est le fait qu'il n'y ait pas justement, et c'est là où je vais terminer, ce couloir entre l'administration et l'université. Parce que justement, il ne doit pas être impossible de trouver une masse critique d'agents de l'administration, surtout publique, bien formés, qui se tournent vers l'université, qui vont avoir des carrières qui leur permettent d'être des enseignants, même si c'est à temps partiel, et de pouvoir après aller à l'université, enseigner et revenir dans l'administration, travailler comme agent public. Donc ce couloir-là, je pense que c'est ça que nous devons construire. Et s'il y a un message que cette thèse-là traîne, c'est ce message de la construction de ce couloir-là, et nous comptons sur le professeur Yanko Bandia et Bakary Kanté et tous les autres professeurs pour travailler dans cette direction. Voilà ce que je voulais dire, je vous remercie. Je vais dire deux choses. Vous savez qu'il y a des événements qui marquent la vie de l'homme. En tout cas, celui qui nous réunit aujourd'hui, pour moi, en est un. Pour plusieurs raisons. Quelqu'un l'a dit déjà. Donc, sur la table, c'est bien des Thiessois. Donc, je partage avec M. Babacar Diakhaté l'appartenance à Thiès. Mais au-delà de Thiès, du quartier. Mais ensuite aussi, nous sommes promotionnaires donc, de l'École nationale d'administration et de magistrature. Et moi, en première année, j'ai eu effectivement l'illustre professeur Babacar Kanté comme formateur qui m'a initié un peu sur effectivement le plan. Je ne peux pas dire ici publiquement ce que j'ai ressenti avec lui. Mais en tout cas, comme l'a dit l'autre, c'est une fierté aussi pour notre pays en termes de l'Igarista. Le professeur, monsieur le professeur Yankoba Isaac aussi, fut mon formateur, je crois, en deuxième et en troisième année. Donc, vous comprendrez pour toutes ces raisons que cette cérémonie puisse, à mon niveau personnel, revêtir une signification toute particulière.
Et c'est peut-être en cela que je voudrais me réjouir de ce que le ministre eut décidé de porter sur ma personne, évidemment, la possibilité de venir le représenter dans une cérémonie aussi importante. Cela dit, mesdames, messieurs les professeurs d'université, monsieur le directeur de l'Harmattan Sénégal, honorables invités, mesdames, messieurs, permettez-moi d'abord d'emblée de remercier l'administrateur, le directeur général de Harmattan, d'avoir bien voulu inviter monsieur le ministre de la fonction publique à venir présider cette cérémonie dédiée au lancement de l'ouvrage de M. Babacar Diakhaté intitulé « Le contrôle du licenciement des délégués du personnel au Sénégal ». Monsieur le ministre était déjà prêt à venir, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a une rencontre à 17 h à la primature sur l'enseignement supérieur, et rencontre à laquelle, présidée d'abord par Madame le Premier ministre, et à laquelle il devait impérativement parler. Mais déjà, parce que nous, l'information que nous avions reçue, c'était 16 h, nous avions pris toutes les dispositions pour qu'il avait pris l'engagement de venir à 16 h pour pouvoir se libérer effectivement à 16 h 30. Mais par là, si nous annonçons à partir de 16 h 30, c'est ça qui explique quelque part aussi que physiquement, il n'est pas venu. Ça me donne aussi l'occasion, comme j'ai dit, de m'honorer, en tout cas d'avoir à être ici pour les raisons avancées tout à l'heure. Je voudrais donc en son nom réjouir, d'autant plus que en sa qualité de ministre chargé du travail, cette publication satisfait le département à un double titre. D'abord, l'auteur de l'ouvrage appartient à la famille de l'administration du travail, à la tête de laquelle se trouve donc M. le ministre Mansour Sy, et au sein de laquelle aussi M. Babacar Diakhaté a unanimement laissé l'image d'un cadre brillant, compétent, humble, sociable et consciencieux. Ensuite, la problématique du contrôle du licenciement du délégué, question abordée dans cet ouvrage, est d'une brûlante actualité et constitue l'un des sujets qui préoccupent quotidiennement l'administration du travail. C'est donc dire que M. Diakhaté, au-delà de sa passion pour la recherche, a fait œuvre utile en enrichissant un débat qui intéresse les universitaires, le monde du travail, les professionnels du droit. Et tout à l'heure, les diverses interventions n'ont fait que corroborer cette assertion. Les réflexions de cette nature nous intéressent, nous, administration du travail, au regard de la récurrence des contentieux relatifs au licenciement de délégués du personnel. Elle nous intéresse aussi, compte tenu plus généralement de la nécessité d'améliorer notre compréhension des normes qui encadrent nos prérogatives dans la gouvernance des relations de travail et des décisions rendues par les juridictions. Mesdames, Messieurs, honorables invités, le licenciement d'un travailleur n'est jamais chose aisée. Il a des conséquences sur sa vie et sur sa famille et modifie aussi sa place et son rôle dans la société. À telle enseigne que sa motivation ne devant souffrir d'aucune faille, il doit plutôt reposer sur des arguments irréprochables. C'est là, pour nous, où se situe l'intérêt de cet ouvrage qui passe en revue avec rigueur et finesse les différents aspects du contrôle administratif et du contrôle juridictionnel et distingue nettement le licenciement pour motif économique du licenciement distingue nettement le licenciement pour motif personnel du licenciement pour motif économique. Il ne ferait point de doute qu'aussi bien l'administration du travail que les juridictions disposent désormais, à travers cette précieuse contribution, des connaissances nécessaires pour améliorer le contrôle des licenciements des délégués du personnel. Je voudrais donc, au nom de M. le ministre de la fonction publique, du travail, du dialogue social et des organisations professionnelles, mais aussi au nom de l'ensemble du département, féliciter sincèrement M. Babacar Diakhaté pour la qualité de sa production qui enrichit aussi bien le droit administratif que le droit du travail, mais aussi honore notre corporation, le corps des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale. Nous voulions inviter en outre les universitaires, les inspecteurs du travail, les magistrats à s'approprier le débat posé dans cet ouvrage et à s'en inspirer chaque fois que de besoin. Pour notre part, nous ne manquerons pas d'accueillir les réformes proposées par l'auteur avec toute l'attention requise pour fonder auprès des pouvoirs publics
l'exigence d'une amélioration de notre cadre juridique naturel. C'est par ces mots et en réitérant encore une fois l'insincère regret de M. le ministre que je voudrais vous remercier de votre attention et déclarer, je pense, partiellement close la cérémonie en annonçant qu'il y a le cocktail et en même temps aussi la cérémonie de dédicace. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. La cérémonie a lieu derrière le bâtiment dans le jardin. Vous pouvez y aller. Allez-y.